Le 1er avril 2022, Kodak a eu 2 ans. Alors 24 mois c'est assez court, hein, même dans l'écosystème startup. Mais personnellement j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je bosse sur le projet tellement il s'est passé de choses. Alors cette vidéo va être un petit peu spéciale parce que je vais vous retracer depuis le démarrage, l'histoire de Kodak. Parce que je me rends compte que j'en ai jamais vraiment parlé. Et comment est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui à une boîte dans laquelle il y a 38 personnes, qui n'a pas de locaux et qui bosse avec un peu plus d'une centaine de clients. C'est incroyable mec. Donc en voulant écrire cette vidéo, je me suis posé devant ma feuille, j'ai essayé de rassembler tous les éléments qui avaient un impact de près ou de loin sur Kodak, puisque c'est ma première entreprise, ou presque, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Ça m'a amené à remonter jusqu'à assez loin, parce que vous allez voir qu'on va parler aussi de mes études, qui avait un gros impact sur l'aventure derrière, notamment aussi comment est-ce que j'ai failli me faire virer après 5 jours seulement d'avoir intégré l'école. Je vais essayer de profiter de chacune des étapes qui m'ont emmené jusqu'à la création de Kodak pour vous illustrer des idées, vous expliquer ce que j'ai appris. Mais pourquoi tu klaxonnes comme ça, gros? Mec, à quoi ça sert? Genre, ça va faire avancer plus vite les bagnoles. J'ai structuré cette vidéo en 3 chapitres. Oh putain! Donc j'ai structuré cette vidéo en 3 chapitres. Oh putain, mais gros! Donc j'ai structuré cette vidéo en 3 chapitres et à chaque fois j'essaie de vous donner les principales leçons que j'ai apprises et ce que je referai pareil ou alors différemment. Donc asseyez-vous, prenez une petite tisane et un plaid, je vais vous raconter l'histoire de Kodak. Chapitre 1, j'ai une histoire, j'ai un background. J'arrive pas à le refaire comme DJ Snake. J'ai une histoire. J'ai un background. Alors l'histoire de Kodak, elle commence à Versailles. C'est l'endroit où j'ai passé toute mon enfance et où d'ailleurs mes parents habitent toujours. Alors c'est pas exact parce que j'y suis arrivé à mes 8 ans, mais en vrai il s'est pas passé grand chose avant. Et j'ai grandi assez proche, mais pas totalement, du stéréotype versaillais. Le monospace, la famille nombreuse, il y avait tout. La seule différence c'est que j'allais pas à la messe tous les dimanches. Donc je suis l'aîné d'une famille de 4. Durant la majorité de ma scolarité, ma mère bossait à la BPCE dans les achats et mon père dans la télévision, à TF1. Son travail c'était de vendre des espaces publicitaires. Donc ça fait que toute ma vie, les discussions à table, c'était le parrainage de la prochaine émission Koh-Lanta. Ah! Ou alors la pub de 30 secondes qui va se passer à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde. Donc j'entendais plein de mots que je comprenais pas sur la publicité, dont d'ailleurs certains je ne connais toujours pas le sens aujourd'hui, comme par exemple le coût GRP. Quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires, on me l'a expliqué plusieurs fois, j'ai jamais compris. Bref, du coup j'ai fait ma scolarité au collège du Sacré-Cœur. On continue bien dans le cliché, un bon collège catholique, qui se termine avec un super stage de 3ème que je fais à peu près comme tout le monde à mon époque chez le papa. Donc je me retrouve à TF1, et je vous parle de ça parce qu'en vrai ça a été la première raison qui m'a donné envie de faire une école de commerce. Genre une semaine dans l'open space avec la cantine, les collègues, etc. Ça m'a tellement fait rêver que je me suis dit ok, moi j'ai envie de faire ça. Pour certains c'était sportif, chanteur, non, moi je voulais être dans un open space, bosser avec des gens, rigoler avec les collègues, c'était ma vision parfaite du futur. Donc à ce moment-là, j'ai à peu près 14 ans et je me mets en tête assez naïvement que ce qu'il faut faire pour arriver à ce truc-là, c'est faire une école de commerce. Parce que c'est ce que mon père avait fait. Donc je connaissais ce schéma, je connaissais HEC, donc je le mets dans un coin de ma tête et je le garde. Donc à l'école, je suis pas forcément un élève brillant, mais je suis pas non plus un élève mauvais. Genre de temps en temps, j'ai des fulgurances. On me punit parce que je n'ai pas fait des exercices que je comprends. L'exercice est fait pour s'exercer quand on ne sait pas. Je sais. Mais je suis globalement dans le ventre mou de la classe, le bon milieu. Ce qui en fait est pas dégueulasse parce que j'étais quand même dans un bon établissement. Mais j'ai jamais eu vraiment le sentiment d'être bon dans un truc. Moi, j'étais plutôt moyen plus un peu partout. Ce qui va faire, vous allez voir dans la suite de l'histoire, que j'ai cherché très longtemps à devenir bon dans quelque chose tellement ça avait créé de frustration. Sur la partie sociabilité, parler aux gens, etc., j'ai pas mal de retard que j'ai un petit peu rattrapé en école de commerce, vous allez voir par la suite. Mais je suis pas particulièrement quelqu'un qui aime bien parler aux gens. J'ai un petit groupe de potes proches, mais en vrai j'ai pas beaucoup d'amis. Puisque ma zone de confort c'est plutôt chez moi, à regarder YouTube. Je suis pas trop fan des soirées, de rencontrer les gens et tout. Moi, je suis plutôt du style introverti. Et contrairement à mon père, que je vois un petit peu comme la référence commerciale, tchatcher, etc., je suis tout timide. Donc ensuite le lycée se passe sans accroc, je le fais à celui qui était dépendant de mon collège, donc c'est le lycée Notre-Dame du Grand-Champ, où je pars en voie scientifique. Je crois que ça s'appelle plus comme ça d'ailleurs. Ça s'appelle comment maintenant? Ça a changé. Je me fais soulever ma grand-mère au bac de français où je prends 7 à l'oral et 7 à l'écrit. Je vous en parle parce que c'était vraiment un événement traumatisant où je me suis senti très nul. Voilà, t'es nul, 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 nul. J'en ai pas eu beaucoup des moments dans ma vie où je me suis senti très nul. Vous allez voir que le second, c'est celui qui m'a fait monter Kodak. Mais j'arrive à rattraper le coup en faisant une terminale de gros port qui me permet d'avoir le bac mention très bien et d'intégrer la prépa que je voulais, et celle qui était déjà dans mon lycée, qui était très bien. Je rentre en prépa ECS à Notre-Dame du Grand-Champ.
Donc c'est aussi le moment où mon père décide de quitter son travail chez TF1 et monter sa propre boîte. Il avait déjà essayé d'en faire une avant qui s'était magnifiquement plantée, ça s'appelait Prochéo. Et la seconde s'appelle Pygmalion Média et c'est une agence de vente d'espace publicitaire sur télé. Lui, c'est l'intermédiaire entre les annonceurs et les chaînes de télé pour les faire passer. Et comme il est assez bon, le truc se développe assez vite. Et donc je commence à découvrir de l'extérieur ce que ça veut dire être chef d'entreprise. Et sur le papier, ça m'emballe pas de ouf. On le voit pas beaucoup, il travaille le week-end, il est souvent stressé, donc j'ai pas forcément envie de m'orienter dans cette voie à ce moment-là. Donc le reste du temps, je bosse mes cours, je suis en prépa. Je me fais soulever au démarrage comme à peu près tout le monde et ensuite j'arrive à trouver mon rythme, je m'installe gentiment dans le milieu de classe. Je commence à développer un petit intérêt pour la philo, que d'ailleurs j'ai jamais perdu, je continue régulièrement à lire des bouquins sur le sujet. Donc ça a permis de commencer à m'apprendre comment structurer une réflexion, qui est d'ailleurs un truc que j'utilise encore dans Kodak aujourd'hui. Et donc dans ma prépa, quand t'es dans le milieu de classe, tu sais que sur une bonne perf, tu peux avoir une parisienne. Une parisienne c'est quoi? Les parisiennes en école de commerce, ça fait référence à 3 écoles, c'est ESCP, ESSEC, HEC. C'est toutes des putains d'écoles que tout le monde rêve d'avoir, et donc moi je me dis, sur un bon jour, je peux avoir l'ESCP, qui à l'époque était la 3e, qui l'est d'ailleurs, je crois toujours. Et donc pendant les 2 ans, pas grand chose à raconter, si ce n'est du charbon, et donc arrive le concours, qui est probablement le deuxième moment le plus stressant que j'ai jamais vécu dans ma vie. Vous allez voir lequel est le second. Je me souviens avoir été dans un hangar, moi je l'ai passé au lycée Hoche. Alors t'as les étudiants des autres prépas qui te font de l'intox, qui partent hyper tôt dans les épreuves, qui se parlent à la fin en disant ouais j'ai défoncé l'épreuve. Ça m'avait beaucoup affecté, parce que tu te sens très nul. C'est assez épuisant, donc je termine ces 2 semaines, je me repose un petit peu et ensuite je pars travailler les oraux. Pour vous expliquer comment fonctionnent les oraux d'école de commerce. Il y en a qui sont à peu près communs à toutes les écoles. Il y a l'entretien de personnalité, les oraux d'anglais, les oraux d'espagnol. Et il y a un oral qui fonctionne totalement différent des autres, c'est celui d'HEC, où il y a des épreuves qui sont uniques, comme le triptyque, qui est en fait un exercice d'argumentation, la culture générale, où tu manges des sujets de philo qui veulent rien dire, la géopolitique, les maths, enfin bref, plein d'oraux super durs. Il faut absolument réviser si on veut les réussir. Donc bref, je révise. Le jour des résultats écrits, je regarde même pas les résultats d'HEC parce que c'était même pas dans les trucs que dans les bons jours je pouvais espérer. Et là, je reçois un coup de fil d'un ami qui me dit ok, t'es admissible. Bonne chance. Alors d'abord, euphorie, je comprends pas ce qui m'arrive, et puis ensuite gros coup de stress, parce que je me rends compte que j'ai rien révisé pour les oraux qui arrivent et qui sont dans 5 jours. Donc je fais ce que je peux durant ce petit laps de temps, et ensuite je me pointe aux oraux d'HEC pour ce qui est le moment le plus stressant de toute ma vie. Avec le second plus stressant, c'était les écrits, et le premier, c'était les oraux d'HEC, donc assez liés. Je me souviens vraiment d'avoir passé 3 jours en enfer. C'est-à-dire que le temps passe hyper lentement, t'es hyper stressé, t'attends la sentence qui va tomber à la fin de la journée, à savoir ton épreuve. Tu passes 3 jours sur le campus, c'est horrible. C'est d'autant plus horrible que tu te pointes et t'as pas révisé les trucs. Donc j'essaie de me dépatouiller un petit peu comme je peux, en me disant écoute, j'ai rien à perdre, je vais tout donner. Et ça fait que 2 semaines après, quand ils ont annoncé les résultats, il se trouve que j'ai été admis. Et beaucoup mieux que ce que je pensais, parce que j'ai fini, je crois, entre 130 et 110, je me souviens plus exactement du classement. Donc vraiment surprenant, et j'appelle mes parents, et tout le monde pleure, etc. Je me rappelle vraiment comme un des plus grands moments de joie de toute mon existence. Donc prépa lycée, c'est fini, je range mes annales de concours, et je sors mes meilleurs cartons pour les installer à Jouy-en-Josas. Alors un introverti qui arrive à HEC, c'est quelque chose. Tu te retrouves jeté dans un genre de cour de récré dans laquelle il y a des jeux de pouvoir, des jeux de popularité que personne n'ose admettre. Tout le monde fait genre que c'est normal. En fait, les dynamiques sont quasiment similaires à celles qu'on peut retrouver en maternelle ou en primaire. T'as les gens populaires, les gens pas populaires, et c'est juste pas la même façon de les atteindre que, évidemment, quand t'avais 5 ans, quoi. Parce que le truc qui détermine le plus ton statut sur le campus, c'est les assos. Et donc dans les premières semaines, t'es submergé d'activités. T'as les sélections des assos, où les gens se battent pour être dans les plus stylés. Vous venez de quelle fac? En fait, on est encore au lycée. Que quand t'as intégré une asso stylée, ensuite t'as le pull que tu vas pouvoir porter sur le campus, les gens vont voir que tu portes le pull, donc que t'es quelqu'un de stylé, donc vous savez très bien comment ça fonctionne, ce genre de mécanisme. Donc j'essaie un petit peu de jouer le jeu au démarrage, comme un bon mouton, mais rapidement, j'accroche pas trop avec la mentalité. J'essaie de me fondre dans la masse, au point que je fais beaucoup de dingueries les premières semaines, notamment après 5 jours, je me prends un bon conseil de discipline par l'administration, pour une raison assez originale, c'est que j'ai orchestré, apparemment, donc selon les dires, un ventriglisse. On avait pris du savon, on l'avait mis dans les couloirs et on avait commencé à glisser sur le ventre. Il y avait que moi qui m'étais fait attraper sur 20 personnes, comme par hasard. Moi, avant de rentrer en école, je croyais que les gens faisaient ça tous les week-ends. Donc j'avais vraiment pas l'impression d'être en train de faire une bêtise. Donc je me retrouve dans un bureau avec l'administration qui dit t'as travaillé, est-ce que tu veux vraiment te faire virer là après avoir bossé 2 ans comme un ouf en prépa? Soit t'arrêtes ça, soit j'appelle les flics. Ça me fait un peu flipper, j'ai vraiment cru que j'allais me faire têche au bout d'une semaine. Mais je commence un peu à comprendre comment fonctionne le campus. Parce qu'en fait, quand t'arrives à HEC, souvent, c'est un phénomène qui est partagé par pas mal de gens, t'es un petit peu perdu. En fait, t'as tellement de temps libre et tellement de sollicitations que tu sais plus quoi faire. Donc je vais en cours, c'est vraiment pas top, ça m'intéresse pas de dingue, sauf un cours. C'est un cours sur le digital, qui est dispensé par Arthur Saint-Père, qui est le fondateur de Doolid, que je remercie d'ailleurs encore aujourd'hui, parce que c'est ce qui a éveillé mon intérêt. J'ai totalement kiffé le cours et je me suis dit, ok, c'est ça que j'ai envie de faire, un petit peu plus précisément dans l'entreprise. Donc j'arrive à me dessiner une pseudo-direction, ok, il faut que j'aille bosser dans le digital. Donc en parallèle, vous vous souvenez, mon père, il avait monté sa boîte, il se fait racheter par un grand groupe de télé français qui s'appelle Heroic. Donc ça change un petit peu la vie de mes parents, parce qu'ils peuvent s'acheter une nouvelle maison.
mais surtout moi j'observe comment ça se déroule un entrepreneur qui vend sa boîte. Et je vois à quel point c'est dur ce process de vente tout court avec les audits, etc. Et surtout à quel point t'es perdu quand t'as fini, comme si on t'avait retiré ton bébé. Et ça aura un énorme impact sur la façon dont j'ai monté Kudak derrière. C'est que même encore aujourd'hui mon objectif c'est pas de vendre. Ça veut pas dire que ça va pas se passer, mais j'ai pas fait Kudak pour faire un gros exit à la fin. Parce que je vois très bien l'impact que ça a eu sur mon père et sur mes parents de façon plus générale. On entendrait parler dans le chapitre 3. Et j'ai pas forcément envie de payer ce prix-là. Donc du coup, retour à HEC, hein, qu'est-ce qui fait un introverti quand il veut sociabiliser? Et bah il boit de l'alcool. Donc là, je commence à m'y plaire. De toute façon, en école de commerce, 70% des étudiants sont alcooliques. Oh my God. Je ne faisais pas exception à la règle. J'arrivais à rejoindre l'assaut d'un des bars d'HEC qui s'appelle le Wunder et qui me permet du coup d'avoir toutes mes pintes gratuites, ce qui est magnifique pour un étudiant. Et aussi de pouvoir faire des soirées en petit comité dans lesquelles je suis beaucoup plus à l'aise. Donc ça me permet quand même de rencontrer des gens très cool. Je participe même aux listes BDE que je perds allègrement. Et le pic vraiment de ma scolarité, ça a été l'échange à Los Angeles que m'a permis de faire HEC. Où je vais étudier pendant un trimestre à USC, qui est University of South California, qui est vraiment un campus de ouf, où je vis la vie de campus américaine, vraiment, avec les frates, etc. C'était vraiment ouf. Donc je découvre la salle de sport, le développement personnel, et en fait, plus largement, la mentalité américaine. Et ça, pour le coup, je kiffe vraiment. En fait, j'ai l'impression de pouvoir devenir un petit peu ce que je veux, et que le moule qu'on a tenté de m'imposer avec la prépa, puis l'école de commerce, en fait, il est démoulable facilement. C'est pas forcément la meilleure expression, démouler un moule. Je la garde. Et même s'il se passe toujours des dingueries aux États-Unis, hein, j'ai notamment été dans un bâtiment lors d'une alerte au tireur isolé, qui a été la première fois de ma vie où j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Donc intervention du SWAT, les hélicoptères, etc. C'était un gros bordel. Je kiffe les États-Unis et je passe un super moment qui change profondément toute la suite de ma vie. Donc quand je rentre sur le campus pour faire mon dernier semestre, rien n'est plus pareil. Tout à coup j'étais lucide, j'ai commencé à comprendre où nous envoyait en fait cette voie dorée d'HEC. Et je voyais deux issues qui me plaisaient pas du tout, c'était le conseil en stratégie ou alors la banque en M&A, qui sont en fait les postes qui rapportent des gros salaires et que convoitent beaucoup les HEC parce qu'en fait il y a quasiment que des grandes écoles qui peuvent candidater à ces postes-là. Et donc moi ça me fait flipper tout ça parce que déjà je déteste, mais en plus je suis pas bon du tout dans ces trucs. Et donc cet échange ça m'a même permis de prendre du recul sur la bulle HEC de manière générale. Se rendre compte qu'en fait t'évolues dans un microcosme où les gens se battent pour du statut social et en fait la plupart des choses qui affectent les gens sont ridicules vu de l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai vu vraiment des gens pleurer parce qu'ils sont pas pris dans des assos. Même moi j'ai pleuré quand j'ai perdu une liste BDE, enfin vraiment des choses insignifiantes. Et pour le coup quand ça t'arrive t'as l'impression que c'est la fin de ta vie. Parce que t'habites avec tout le monde sur le campus 24h sur 24 et donc un mini événement c'est comme un cataclysme dans ton monde à toi. Donc tout ça, ça me dégoûte et j'ai envie de m'en éloigner le plus possible. Donc après les 2 premières années d'HEC vient l'année de césure, qui est en fait quasi obligatoire et qui permet de faire des stages, et c'est là où ça va commencer à s'accélérer un petit peu. Donc je fais un premier stage dans une start-up à Paris qui s'appelle Meilleurs Agents, dans lequel je passe un très bon moment, mais où je suis relativement, on peut le dire, mauvais. Donc pour la seconde aventure, j'ai envie de retrouver les choses qui m'ont fait vibrer en échange, et donc je me dis ok, faut que j'aille à l'étranger. Et donc là je trouve une offre ouverte dans une agence digitale en Australie, à Sydney même, qui s'appelle Effilab. Je candidate, je suis pris et je m'envole pour l'Australie, où vont m'arriver les choses les plus importantes de toute ma vie. Alors l'Australie, c'est un paradis, c'est un vent de fraîcheur, il y a les surfeurs, il fait beau, la vie est douce. Bref, les conditions de vie que j'ai eues là-bas, je les ai jamais retrouvées dans toute ma vie, même aujourd'hui. Donc pour bien vous resituer, on est en janvier 2019 à ce moment-là. J'arrive pour un stage de 6 mois qui est censé se terminer en juin. Donc l'Australie c'est cool, en revanche, je suis toujours la même personne, donc toujours ce mec un petit peu introverti. Donc je suis pas forcément dans une démarche active de rencontrer des gens et d'aller à des événements où il y a du monde. D'autant plus qu'avant de partir, je me suis découvert une passion pour le poker, dans lequel j'ai beaucoup kiffé la profondeur théorique, le fait de devoir travailler des heures et des heures dans des bouquins, et donc je prends beaucoup de plaisir en fait à review des mains pendant des journées entières pour essayer d'améliorer mon poker et à la fin essayer de gagner mon argent de mon côté. Et contrairement à Paris, à Sydney, il y a un casino. Et donc, dès que ma journée elle est terminée, je sors du taf, je fonce au casino et je passe quasiment toute la nuit aux tables. Et je enchaîne le lendemain avec mon taf et repeat. Donc dans le casino, je suis le plus jeune, je joue avec des gens qui sont pas très bons et ça me permet en les plumant de gagner un petit peu mon argent. C'est la première fois que j'arrive à faire un truc de mon côté qui est un peu différent des autres et qui fonctionne. J'arrive à être bon dans quelque chose. Par contre, vous vous rappelez que je suis pas venu pour ça en Australie. Je suis venu pour apprendre à bosser dans une agence digitale et, surprise, ça se passe hyper mal. Je suis dans une boîte où je ne comprends rien à ce que je fais. Je fais des tableaux croisés dynamiques, des reports, je réponds à des mails, mais comme un robot vraiment, sans le sens qui va derrière. Et en plus un mauvais robot, parce que je faisais plein d'erreurs dans tous les trucs que je faisais. Et globalement, je commence à découvrir 2-3 petites choses qui me gênent dans le modèle de l'agence dans laquelle je bosse. Déjà, la première chose qu'on m'a dit en arrivant, c'était que dans ce métier, il fallait être très bon en relationnel, parce qu'en fait, le client, il peut internaliser ta compétence. Et donc je comprenais pas trop. Je me dis, attends, mais quelle valeur tu apportes si du jour au lendemain, ton client, il peut faire la même chose en interne. La seconde chose, c'est que j'ai l'impression souvent, quand je me retrouve dans des réunions, qu'on est en train d'essayer d'endormir le client avec des reportings compliqué par-ci par-là pour en fait juste cacher un truc, c'est que ça fonctionne pas ce qu'on fait. Et la troisième chose, et c'est le truc qui m'embête le plus, c'est que à chaque fois, sans exception, que le téléphone est raccroché avec le client, les consultants ils se lâchent sur sa gueule.
Oh, lui, il est insupportable, il nous fait faire ça, il nous fait faire ci. Et à cette époque-là, je suis pas du tout à l'aise avec le truc. Et limite, en fait, je me dégoûte parce que moi, je prends pas à ce jeu-là. C'est mes chefs qui font ça, et donc tu vas pas dire non, c'est pas très bien, etc. Non, tu continues, tu rajoutes une couche. Et donc, en fait, je suis pas trop fier de ce que je fais dans cette agence. Et vous allez voir que ces 3 constats-là, en fait, je m'en rendais pas compte, mais ça a été les 3 choses sur lesquelles j'ai fondé Kudak par la suite. Donc, vous vous rappelez, je suis toujours aussi mauvais. Au bout d'un mois et demi, je me fais convoquer et on me sort la phrase qui m'a fait le plus mal de toute ma vie, qui était, je cite, les HEC, d'habitude, ils apportent plus que ça. Alors ça peut vous paraître pas grand-chose, mais pour une personne qui sort d'HEC, c'est une remise en question existentielle qui s'ensuit. Parce que t'as toujours l'habitude d'être félicité, qu'on te dise que t'es beau, t'es fort, t'es intelligent, et là tu te fais briser ton ego par une personne qui t'explique que t'es pas juste nul, mais t'es un imposteur. C'est-à-dire que t'es moins bon que ce que les HEC sont d'habitude. Cet homme est un imposteur! Cet homme est un imposteur! Et donc je suis sonné. Et à la fin ça devient trop dur, donc au bout de quelques semaines, en plein milieu d'un festival, c'était le Ultra Music Festival à Sydney de 2019. Je me souviens comme si c'était hier. Je sors mon téléphone, j'écris un mail, et on était dimanche soir. Je ne viendrai pas demain, je ne me retrouve pas dans l'aventure. Bisous. Donc vous voyez, j'ai fait ça comme un sagouin, je me suis fait un petit peu trucider, puisque le patron a voulu me voir derrière, il m'a dit que c'était irrespectueux, etc. Blablabla. Ce qu'il était, il avait totalement raison. Et donc je sors de ce moment totalement perdu. Dites-vous bien que depuis la 3e, et ensuite avec mes expériences à HEC, j'étais persuadé que c'était ça que je voulais faire. Et donc là, c'est une période assez terrible de ma vie où en fait, je sais pas ce que je fais, je me sentais vraiment seul. Avec des gens que je voyais une journée qui repartaient le lendemain, des gens que je voyais tous les jours au casino qui étaient là à perdre leur argent et ça me dégoûtait. Donc pas vraiment très épanouissant. Et donc dans ce mouvement de rébellion, je me dis ok, maintenant je suis fort dans un truc, le poker, je vais en vivre. Je dis même à HEC que je vais doubler ma césure, ce qu'on fait d'habitude quand on a un projet, soit entrepreneurial, soit de voyage. J'essaie de trouver un motif vite fait parce que je peux pas dire que j'ai envie de faire joueur de poker professionnel, mais clairement c'est l'objectif de cette seconde année. Donc après tout ça, je finis par rentrer en France. Là, super, qu'est-ce que j'apprends que pendant que je suis parti en Australie, en fait, mes parents ont décidé de divorcer. Ce qui me détruit un petit peu le cadre familial stable que je pensais avoir. Donc on creuse toujours un petit peu plus dans la remise en question existentielle. Et donc là, en baladant sur YouTube, que vous savez, j'adore depuis très longtemps, je tombe sur une vidéo d'un certain Oussama Hamar. Et là, c'est la révélation. Je retrouve tout ce que j'avais adoré aux États-Unis. L'impertinence, l'ambition, l'éloquence, la rébellion, c'est des valeurs avec lesquelles j'accroche beaucoup. Donc je consomme tout son contenu moult fois et je suis décidé d'une chose, je vais être entrepreneur. Donc ensuite je teste des concepts de merde, entre autres je vous les cite, la barre pour la salle de sport qui mesure ta performance, une application pour trouver des gens avec qui t'entraîner à la salle. Je sais pas ce que j'avais avec la salle à cette époque. J'avais vraiment que ça dans ma vie en fait. Bon, bien sûr, rien ne marche. Donc je continue évidemment à passer la majorité de ma journée sur YouTube. Donc là, je tombe par voie de suggestion en suggestion sur une vidéo sur Facebook Ads. J'accroche très vite parce que j'aime beaucoup la partie data qui venait avec, qui allait à l'époque à l'inverse de ce que je considérais être le marketing bullshit qu'on nous avait appris en école de commerce, les 4P, etc. Bref, toute la théorie à laquelle c'est impossible de s'identifier quand t'as jamais eu une situation concrète. Donc je kiffe, je commence à me former, je vois rapidement que la thématique Facebook Ads est très liée à celle du dropshipping. Je me dis que je vais faire du dropshipping parce que j'ai jamais la patience pour terminer mon site Shopify. Je me dis qu'il faut que je trouve quelqu'un qui a un business pour que je puisse l'aider gratuitement. Donc là, je fais le tour des amis, de la famille, etc. Et je finis par trouver une personne qui a une grosse marque, mais qui fait pas du tout de publicité sur les réseaux sociaux. Cette marque, c'était France Tonnerre. Donc là, vous pouvez vous dire la chatte, absolument. Donc je lui propose mes services gratuitement. Il veut pas. En le tannant un petit peu, il finit par me laisser faire des petits essais avec un petit budget, ça se passe bien, on augmente, etc. Blablabla. Ça me fait prendre confiance en moi, je me dis écoute, je suis capable d'être bon dans quelque chose encore une fois. Donc je pousse le truc encore plus loin, je mets toutes les vidéos YouTube de la Terre. Et c'était une époque où les gens connaissaient rien à cette plateforme, tout le monde faisait n'importe quoi. Il y avait que les Américains qui étaient bons. Donc rapidement, en fait, je me trouve en étant un petit peu moins mauvais que les autres, en faisant partie des gens qui étaient pas trop mal reconnus dans le milieu. Donc j'arrive à gagner 5000 € par mois de façon récurrente, c'est la folie. Je peux enfin faire des gros doigts à tout le monde comme je voulais le faire depuis que j'avais quitté mon stage en Australie. Et paradoxalement, je fais exactement la même chose à pas grand chose près que ce que je faisais dans l'agence. Et sauf que cette fois-ci ça marche. La preuve ultime que ce qui est important c'est pas ce que tu fais, c'est pourquoi tu le fais. Et cette fois-ci ça avait du sens. J'étais en train de gagner ma liberté, je comprenais les fondamentaux derrière les trucs que j'étais en train de faire, tous les trucs qu'on m'avait pas expliqué en agence. Et là vous vous dites c'est bon, on a la fin de l'histoire, maintenant c'est l'autoroute de la croissance vers L'infini et au-delà. Eh bien pas du tout, parce que je décide à ce moment-là de lancer un projet de ouf, une future licorne, ça s'appelle Outwork. C'est un concept très simple, c'est la première marque de vêtements pour les entrepreneurs. Bref, c'était de la grosse merde. En fait j'avais kiffé Ben Francis, là, le CEO de Gymshark, qui partageait beaucoup sur YouTube et j'étais là, mais attends mais je sais vendre des trucs en ligne et tout, mais pourquoi je fais pas une marque de vêtements? Et bien sûr il y avait pas un pauvre mec pour me dire écoute peut-être que en fait t'aimes pas les vêtements tout court, qui est vrai, hein, vous voyez j'ai toujours les mêmes sapes pendant toutes les vidéos. Je m'en branle. Donc le truc a bidé, j'ai fait 800 € de vente, ça a duré 4 mois, tout le monde s'est foutu de moi, bref, j'ai passé très rapidement cet épisode. C'était en vrai ma première expérience entrepreneuriale. Le seul truc positif de cette expérience, c'est que j'ai vu parmi mes potes lesquels m'ont soutenu, même quand j'ai fait de la merde. Ça m'a permis de savoir sur qui je pouvais compter, et en fait c'était pas beaucoup de personnes, et je sais aujourd'hui que j'ai pas beaucoup besoin de plus que ça. C'était pas très français. Pas beaucoup besoin de plus. Pas besoin de beaucoup plus que ça.
Donc en avril 2020, je ferme Outwork et je me dis ok, là maintenant on va passer aux choses sérieuses. Fini de rire, je sais faire de la pub Facebook, on va voir jusqu'où je peux pousser ça. Donc je veux plus juste être un freelance, je veux être une agence. Et pour ça, il me faut un nom. Et le nom auquel on est arrivé, c'est Upstart Media. C'est Upstart pour startup. C'est bien, non? Bon bref, bon c'était de la merde, fini par changer, je choisis Kudak pour coût d'acquisition en me disant que tout le monde va comprendre. C'est aussi un énorme échec, hein. À ce jour-là, je pense qu'il y a 80% de mes clients qui n'ont toujours pas compris pourquoi ce Kudak s'appelait Kudak. Donc les statuts sont posés, maintenant pour devenir une vraie agence, il faut avoir beaucoup de clients. Mais vous vous rappelez que moi, en tant que grand introverti, j'ai envie de parler à personne. Je veux être tranquille dans ma chambre, qu'on me casse pas les couilles et juste manipuler les boutons dans Business Manager. Donc j'ai clairement pas envie de faire de prospection. Ça veut dire qu'il me faut un moyen détourné. Donc en parallèle, toujours sur mon YouTube, hein, vous savez, ma source numéro 1 d'instruction, je tombe sur un petit Gary Vee que je suivais déjà depuis pas mal de temps et qui arrêtait pas de gueuler un mot tout le temps, c'était LinkedIn. À un moment, il m'a tellement saoulé que je me suis dit, ok, bah tu sais quoi, pendant un mois, je vais essayer de faire des posts LinkedIn, on va voir ce que ça donne. Et là, c'est pour le coup le succès immédiat. Du jour au lendemain, ça fonctionne. J'ai fait 2000, 3000 impressions sur mes premiers posts, qui pour moi est un truc de malade à l'époque. J'ai pas payé 3000 personnes qui ont vu mon post dans leur fil d'actualité. Je fais tapis dessus, je commence à poster tous les jours, et c'est une stratégie qui, même encore aujourd'hui, me permet de toucher 1 million de personnes par mois. Donc ça a vraiment été game changer pour Kudak. Et donc ça commence à grossir, je vais chercher un de mes potes d'école qui s'appelle Paul, avec qui j'étais même aussi en prépa avant, qui accepte de me rejoindre parce qu'il rentre d'échange, je sais pas trop où est-ce qu'il veut aller, il a bossé chez Amazon, mais ça lui a pas trop plu. Donc c'est le deuxième larron de l'affaire Kudak qui me rejoint même s'il y avait rien du tout à l'époque. Puis après on a trop de clients pour les gérer à deux, donc on rajoute une personne, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et ça grossit comme ça. Et l'autre gros point d'inflexion qui va vous permettre de faire la fin de l'histoire tout seul, c'est le retour à mon premier amour, qui est YouTube. À ce moment-là, j'ai aussi beaucoup écouté Gary Vee qui nous dit ne crée pas, documente. Et donc je sais que j'ai trop kiffé YouTube, mais je trouve pas la bonne façon de le documenter. Il faut qu'à un moment j'y aille. Cette fois-ci, pas en tant que consommateur de contenu, mais créateur de contenu. Et donc là, j'ai une boîte, j'en profite, je sors ma première vidéo avec mon collègue David qui est vidéaste, qui me rédige un truc de ouf, qu'on tourne sur le campus et qui est la première vidéo qui fait 1000 vues en 7 jours. Quand tu lances une chaîne, c'est énorme, et j'étais refait, je me sentais comme le mec le plus connu de Paris. Et donc ensuite, je me dis qu'il faut un format documentaire, là où je sors le premier épisode de Road to 1 Million, et la suite, vous la connaissez. Salut à tous, c'est Théo, et bienvenue dans cette nouvelle série qui s'appelle La route vers le million. Bon, on a des choses à se dire. Je peux vous dire officiellement qu'on a atteint l'objectif. Ça passe à une vitesse incroyable. Road to 10 million. À 8782, 9043 abonnés, à 9846, arrêté à 10 855, seulement à 14 600 abonnés, seulement à 17 800, c'est à 1084, autour de 4800, à 70 abonnés à l'heure où je vous parle, à 3750 abonnés. C'est de 0 à 6 abonnés, ne rigolez pas, j'en suis très fier. Désormais à 509 abonnés, à 5368 abonnés, à 5400 abonnés, 40 300 abonnés, c'est TikTok. Donc voilà, croyez en vos rêves que ça peut fonctionner. You can do what we want to do. Mais moi je voudrais vous remercier pour faire partie de cette histoire, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé de vous directement, mais en fait à chaque fois que je dis LinkedIn, YouTube, comprenez bien que c'est les personnes qui nous ont suivis, donc en fait vous, sur ces réseaux sociaux, qui ont permis à Kudak d'être Kudak. Donc j'aurais jamais pu mener toute cette aventure si vous aviez pas été là à apprécier le contenu qu'on postait. Donc pour ça j'aimerais vous remercier, et j'ai trop hâte de me lancer dans la 3e année de Kudak, parce que je pense qu'il va nous arriver plein de choses hyper intéressantes. Et quoi qu'il arrive, je serai là pour vous les documenter dans Road to 10 Million. Je vous embrasse.